Bonjour à tous. Je suis particulièrement contente d'être ici aujourd'hui, assez impressionnée par l'audience. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui sont debout. J'espère que j'arriverai à vous intéresser suffisamment pour que vous restiez debout pendant la durée de mon speech, qui j'espère ne sera pas trop long. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de l'évolution du numérique et de la façon dont elle est pour moi en train de changer les codes de l'entreprise et les codes au travail. Peut-être un jour le code du travail, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ce que sont les codes du travail. Je vais bien évidemment m'appuyer sur l'exemple de Google, mais ce que j'ai vraiment voulu faire aujourd'hui, c'est, au travers de ces exemples, plutôt essayer de tirer ce qui, pour moi, est du caractère et de l'ordre du générique, et finalement se développe, est en train de toucher beaucoup plus largement que les entreprises du numérique. Alors je crois que c'est ici même, en tout cas notamment ici, que Michel Serres a exposé de façon particulièrement magistrale comment l'homme contemporain est entré dans une ère totalement nouvelle à partir de la fin des années 50, à peu près au moment où finalement l'homme urbain commence à dominer le monde, alors que jusqu'à présent on était dans une culture essentiellement rurale. Ce qui se passe en entreprise est à une échelle différente, mais finalement tout à fait similaire. Depuis 20 ans, on est entré dans une nouvelle organisation du travail via les entreprises du numérique. Alors on est un petit peu passé au travers de cette révolution profonde pour une raison très simple, c'est que pendant des années, on a considéré que tout ce qui finalement était en train de changer dans l'entreprise était lié à la forme de ces entreprises. Donc c'est ce qu'on a appelé, et qu'on continue d'appeler encore un petit peu, la culture start-up. Alors c'est très pratique, donc tout ça était, donc la culture start-up égale folklorique, anecdotique, pas très sérieux et réservé à quelques petites entreprises. Voilà, c'est sympa, c'est amusant, mais finalement tout ça ne nous concerne pas. Or, de mon point de vue, on a confondu le fond et la forme. Donc la forme, c'est la start-up. En revanche, ce qui se passe dans le fond, c'est réellement que les technologies du numérique sont en train de totalement révolutionner ce qui fait aujourd'hui l'essentiel des fondamentaux de l'identité au travail. Et ce, dans toutes les entreprises. Donc bien évidemment, ça a été davantage présent dans quelques entreprises du numérique, notamment parce qu'elles ont contribué à développer ces technologies. Mais il faut bien évidemment comprendre qu'aujourd'hui, ces technologies sont partout. Elles sont en train de devenir ce qu'on appelle mainstream. Et donc ce qui s'est passé dans quelques entreprises ne va pas rester cantonné à ces quelques entreprises. C'est en train de se généraliser. Alors, je vais essayer d'illustrer mon propos aujourd'hui au travers de 5 dimensions qui, pour moi, sont très importantes justement dans la constitution de ce qu'est une identité au travail. Et à travers ces 5 dimensions, je prendrai des exemples de Google, mais je m'attacherai à en tirer finalement le sens ou la signification profonde, parce qu'elle va bien au-delà des quelques entreprises qui œuvrent dans le domaine des nouvelles technologies. Alors on verra successivement l'espace de travail, qui est facile à appréhender, la communication, les systèmes d'organisation et la hiérarchie, enfin les mécanismes de reconnaissance, et je terminerai par l'engagement et les nouveaux modes d'engagement au travail. Donc, l'espace de travail. Alors, on va partir par une question très simple qui est « Et mon bureau, où est-ce qu'il est ?» En fait, on s'en fiche un peu parce que c'est ça qui est en train de se passer. Donc, cette photo n'est pas prise chez Google, elle aurait pu être chez Google, mais l'espace de travail aujourd'hui, pour de plus en plus grand nombre de personnes, est en train vraiment de se limiter à l'ordinateur portable ou la tablette. Et ça a des conséquences absolument incroyables. Alors certains d'entre vous peut-être sont déjà venus chez Google à Mountain View ou dans un autre pays où ont vu des photos. Donc quand on arrive chez Google, d'abord on appelle ça un campus, on ne fait plus vraiment référence à la notion d'entreprise. Et en fonction du moment de la journée, vous allez croiser certainement des collaborateurs, mais aussi peut-être des enfants, des poussettes, très certainement des chiens.
Vous allez voir des terrasses, des parasols, des bâtiments, mais aussi un terrain de volley, un terrain de basket et que sais-je encore. Donc c'est pas grave, on va rentrer dans l'entreprise et tout ça devrait se calmer. Et non, car là, vous allez tomber sur une table de ping-pong, une table de baby-foot, et puis vous allez voir des panneaux qui indiquent la salle de relaxation, la salle de billard, que sais-je encore. Donc déjà, on est dans un univers qui brouille un peu les codes. Et je me souviens, lorsque je suis arrivée chez Google il y a 4-5 ans, un manager avec qui je discutais d'un problème d'organisation d'équipe qui me dit de toute façon, c'est quand même un peu compliqué de mettre des règles ici parce que finalement, quand on regarde les locaux, ils ressemblent davantage à la maternelle de ma fille qu'à un espace de travail normal. Donc c'est quand même compliqué de mettre les limites. Et sa remarque était tout à fait justifiée. C'est vrai que c'est compliqué lorsque le cadre ne ressemble plus au référent de justement poser et délimiter le cadre dans lequel on va opérer. Alors, autre élément, donc la vie en fait du bureau n'est plus très différente de la vie tout court. Donc la vie au travail, ça devient la vie tout simplement. Et effectivement, une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui était lié à la structuration donc de l'espace à travers un bureau fermé, combien de fenêtres j'ai, et puis tous les attributs du pouvoir qui allaient auparavant avec ça. C'est est-ce que moi, quand j'ai commencé à travailler, on disait est-ce que tu as un bureau toute seule, tu as une fenêtre, quelle taille elle fait, tu as ta poubelle, enfin voilà des trucs qui aujourd'hui paraissent assez folkloriques, mais voilà, j'en vois sourire, c'est connu. Donc on a à l'étage du dessus la direction générale, on a en général une grande distance entre la porte et le bureau, donc tout ça évidemment symboliquement dit énormément de choses. Alors quand on arrive dans un open space où le manager est assis avec ses collaborateurs, l'espace vous dit plus du tout la même chose. Donc la configuration des lieux est en train effectivement de considérablement troubler l'ordre, on va dire, l'ordre précédemment établi. Donc on ne sait plus très bien qui est positionné comment par rapport à qui, puisque l'espace est en réalité structuré pour faciliter la communication, les échanges, et qu'il n'est plus du tout destiné à représenter une quelconque forme de pouvoir. Alors, dernier élément que je n'ai pas évoqué, mais que j'imagine vous avez tous très largement en tête, c'est aussi la dématérialisation de l'espace et des distances. C'est-à-dire que je suis à portée de clic de n'importe quel collaborateur dans le monde. Donc il se trouve que j'ai un certain nombre de personnes dans mon équipe qui ne sont pas à Paris. On déclenche une réunion d'un clic sur son ordinateur avec quelqu'un d'autre qu'on va voir et avec lequel on va avoir une conversation qui est quasiment de la même qualité qu'une conversation de face à face. J'y crois. Et pendant cette même conversation, on peut aussi se dire « Ah mais tiens, un tel travaillait dessus ». De nouveau, pareil, je peux cliquer et dire « Ce serait bien qu'on en discute à 5 minutes. Oui, on te vidéoconférence et on continue la conversation. » Finalement, la position et l'endroit où la personne se trouve dans le monde, en dehors de la contrainte horaire, qui n'est pas négligeable, a totalement disparu. Ce qui veut dire qu'en plus, on va travailler sur des équipes extrêmement virtuelles et qu'on va finalement se constituer un réseau indépendamment des frontières, des bâtiments et de la localisation. Donc l'espace est, on le voit, totalement chamboulé. On n'a pas forcément ses collaborateurs sous les yeux et ce n'est pas important. On a plein d'autres façons de communiquer avec eux et d'instaurer une relation de travail avec eux. Donc l'unité d'espace a complètement disparu. Alors, deuxième élément, c'est le qui parle. Et là, on rentre dans la communication. Alors, c'est David Weinberger, qui en 1999 a été le premier à mettre en avant et en gros à vraiment illustrer le fait que l'hyperlien a tué la hiérarchie. En permettant à chacun finalement de passer d'un sujet à un autre au gré de ses affinités et en se libérant de la propriété et de la question de savoir à quelle information j'ai droit compte tenu du rôle que j'ai et de ma position, on a commencé finalement à torpiller de façon latérale
tout ce qui était lié à la détention du pouvoir, de l'information dans et hors des entreprises. Donc aujourd'hui, avec un bon réseau social, avec une mailing list, tout le monde peut parler. Et d'ailleurs, tout le monde, de plus en plus, tout le monde parle. L'entreprise est devenue en fait un lieu également, un lieu de conversation. Et il s'agit désormais d'entrer dans cette conversation de la façon la plus pertinente possible. Et l'idée de contrôler complètement les flux de communication ou de définir qui a droit à parler sur quel sujet est pour moi une idée qui est vraiment en train d'évoluer et voire de disparaître. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on fonctionne dans un univers qui finalement n'est pas cloisonné comme ça, on se rend compte que comme dans toute logique 2.0, la conversation s'autorégule. Pourquoi ? Eh bien parce que quand je m'exprime, et en particulier lorsque je m'exprime de façon non anonyme, ce qu'on demande à nos collaborateurs chez Google, à partir du moment où je prends la parole, je suis responsable de ce que je dis en face d'un nombre important de personnes. Donc ça va de dire une ânerie dans le couloir à une personne, ça ne porte pas beaucoup à conséquence. En revanche, si j'utilise une mailing list ou un réseau social pour dire la même chose sans avoir réfléchi, ça va être évidemment visible et lu par un beaucoup plus grand nombre de personnes. Autre élément, c'est vrai qu'on instaure de cette façon une culture du débat et de l'échange. Alors pour instaurer une culture du débat et de l'échange, ça part d'un présupposé qui est « je ne me considère pas », et pour revenir à l'expression que Jean-Marc a utilisée tout à l'heure, « je ne me considère pas nécessairement comme un sachant absolu ». C'est j'ai travaillé sur un projet, j'ai une idée, j'ai un programme, j'ai envie de lancer quelque chose de nouveau, mais je suis ouvert à la possibilité d'une discussion et d'un enrichissement de façon à ce que cette idée, finalement, prenne forme, s'enrichisse d'autres contributions et aille jusqu'au bout. Ce qui veut dire donc ne pas nécessairement être attaché à la propriété et à la paternité de son discours, de sa position et de son idée, et d'être capable de l'offrir finalement au plus grand nombre pour discussion. Bon, ça génère un peu de chaos. Mais au bout d'un moment, le chaos se calme et une fois que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire, au final, reste le contenu. Et ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir eu la possibilité d'entendre et d'écouter des voix différentes, parfois discordantes, et d'y répondre. Mais pour ça, effectivement, il faut rentrer et avoir cette humilité de se dire que finalement, toute idée mérite d'être discuter, débattu, enrichi, et puis à un moment donné, on arrête la discussion et on continue d'avancer. Mais en revanche, c'est effectivement important de comprendre que laisser ce qui parle le plus large possible est aussi un vecteur fondamental d'innovation, puisqu'il est quand même très rare que toutes les bonnes idées soient prises à la tête d'un département, d'une direction, quelle qu'elle soit. On le sait, les idées viennent et sont générées par itérations successives et par débat. Alors évidemment, c'est très important et inhérent à la culture de Google, qui est une culture qui est née sur un campus universitaire américain et qui, par ailleurs, est née aussi de la volonté conjointe de deux fondateurs auxquels se sont adjoints ensuite une troisième personne avec Eric Schmidt. Donc évidemment, quand on dirige une entreprise à trois, par définition, on comprend que le pouvoir, et on accepte que le pouvoir se partage, que le pouvoir fonctionne avec la contradiction et que le débat est fertile et n'est pas simplement une perte de temps, même si ça peut signifier effectivement un retard ou en tout cas un délai dans la mise en œuvre qui est le délai de la discussion et du débat qui s'ensuit. Donc dans le qui parle, c'est un peu tout le monde parle. Et voilà, il n'y a pas d'autorisation de prise de parole. Autre élément, non seulement on va encourager les gens à s'exprimer, mais on va aussi solliciter leur avis de façon beaucoup plus formelle, au travers notamment d'enquêtes d'opinion, de moments d'évaluation, et pour entrer réellement dans cette culture du feedback et de l'amélioration permanente. Le but n'est pas nécessairement
de critiquer, le but est d'améliorer ou de faire différemment et de corriger. Pour corriger, il faut savoir ce qui ne va pas. Pour savoir ce qui ne va pas, il faut le demander. Et parfois, cette demande aussi mérite d'être formalisée dans le cadre d'enquête. Voilà. Et dernier élément qui est important aussi, qui est très, très propre à la culture de Google, qui est, oui, on est dans un univers très dématérialisé, extrêmement virtuel. Pour autant, les décisions sont incarnées et on a gardé depuis bientôt un peu plus de 15 ans, pardon, un rituel qui est toutes les semaines, à l'origine le vendredi, maintenant le jeudi, pour que ça puisse être diffusé dans l'ensemble du monde. Les dirigeants s'adressent à l'ensemble de l'entreprise pour parler d'un lancement de produit, d'une acquisition, d'un changement important qui s'est passé pendant la semaine précédente. Et ces présentations et ces interventions sont systématiquement incarnées. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement Larry Page et une partie de son équipe, parfois Sergey. Si ni l'un ni l'autre ne sont là, il y a le reste de l'équipe. Il y a toujours la personne à l'origine de la décision ou du projet qui va être présenté, plus des contributeurs. Et ça se passe sous ce même format qu'aujourd'hui, avec en fait un peu moins de présentation, un peu plus de questions-réponses, et des questions en direct, y compris des questions qui viennent sous la forme de listes modérées qui s'affichent, et on prend les questions en direct. Donc c'est vraiment, quand je disais, c'est cette idée de conversation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision qui descend, il y a des hypothèses, des suggestions, des propositions. Bien sûr, la plupart du temps, elles ont été très travaillées, on espère qu'elles vont en venir à bout, mais on est capable de les défendre, mais on est capable de se tenir debout et de répondre des décisions, des choix qu'on a faits, et éventuellement, le cas échéant, de reconsidérer et de reprendre et de modifier. Et c'est très cohérent et congruent avec toute la logique produit qu'il y a derrière, qui sont que l'ensemble de nos produits sont destinés à être améliorés par les utilisateurs. Ils sont lancés en version qui n'est jamais totalement finie. C'est toujours l'usager qui améliore et qui affine l'usage. Et finalement, on fait pareil à l'intérieur de l'entreprise. C'est valable pour tous les process internes. Alors, élément suivant, la hiérarchie. Pourquoi faire ? Et oui, effectivement, à quoi sert la hiérarchie ? On voit bien qu'à partir du moment où on n'est plus là pour donner la parole ou pour dire « moi je sais et toi tu vas apprendre », la question de la hiérarchie et plus largement celle du management se pose en disant mais finalement à quoi sert cet échelon et quelle est la légitimité du manager et du management dans une organisation de ce type. Alors on s'est posé la question de façon extrêmement précise chez Google, avec en plus une culture ingénieur-développeur sur lequel finalement les gens qui savent le mieux sont en général des pairs et pas forcément la personne au-dessus. Et à un moment donné, il était effectivement question de dire bon, et si on se libérait de tous ces managers. Alors à ce moment-là, on a lancé un gros travail de réflexion et d'études. Donc, vous savez qu'on est une entreprise de données avec des processus scientifiques. Donc, on a lancé un gros travail de recherche pour répondre à la question est-ce que le manager sert à quelque chose? Et si oui, à quoi? Alors, on a utilisé méthodologie très rigoureuse, travaille vraiment une approche scientifique avec l'analyse de données statistiques sur la base de nos enquêtes de satisfaction, sur la base des entretiens annuels d'évaluation, puis ensuite avec une batterie d'entretiens qualitatifs sur des gens qui avaient des managers performants, d'autres des managers moins performants. Et alors on a donc, rien de très nouveau sous le soleil, donc vous soyez rassurés, le manager sert à quelque chose, simplement on a réussi à le démontrer de façon scientifique, ce qui dans une entreprise de scientifiques a une valeur en soi. Donc on a vraiment réussi à démontrer qu'il y avait une corrélation directe entre la satisfaction de collaborateurs et la performance du manager et la façon dont le manager gérait ses équipes, qu'on avait de fait performance accrue et aussi rétention accrue dans ces équipes qui avaient des managers réputés plus performants. Et donc ensuite on est allé sur un cran de granularité supplémentaire en identifiant, on dit ok c'est bien, ça sert à quelque chose, mais donc qu'est-ce qu'ils font ?
Et on a identifié un certain nombre de pratiques qui sont mesurables, observables, que les managers les plus appréciés et les mieux évalués par leurs collaborateurs avaient identifié. Et donc, depuis qu'on a fait cette étude, on évalue. Alors d'abord, on est rassuré. Tous les managers sont rassurés. Oui, oui, vous servez à quelque chose. On garde ce cran de management. Mais en revanche, on va vous demander finalement de vous benchmarker et aussi de vous développer sur ces dimensions qui ont été identifiées. Et donc, systématiquement, 2 fois par an, la totalité des managers de Google sont évalués sur un questionnaire de avec 18 questions par leurs collaborateurs. Et les résultats sont transmis aux managers. Chaque manager sait dans quel quartile il se trouve par rapport au reste de sa fonction et le reste de l'entreprise. Et derrière, on travaille avec eux sur, le cas échéant, sur les éléments d'amélioration. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit 2 choses. Ça nous dit que, un peu plus, même 3 choses. Ça nous dit que la hiérarchie est là pour donner du sens, plus que des injonctions. Donc c'est vraiment replacer les actions individuelles dans un ensemble plus vaste et vraiment porter quand même la stratégie et remettre en cohérence et remettre du sens dans les actions individuelles. Et le deuxième grand domaine de préoccupation, c'est l'individu. Et donc vraiment, c'est de l'ordre de l'attention portée à l'individu, que ce soit pour de l'amélioration au travers du feedback, mais aussi tout ce qui est lié à l'évolution de carrière et tout ce qui est lié finalement à l'identité de ses collaborateurs. Et c'est donc de l'attention portée à moi en tant que personne intervenant dans ce cadre-là. Donc on est vraiment dans une reconfiguration, c'est-à-dire finalement la légitimité n'est pas donnée, elle est acquise, et puis ces enquêtes reviennent tous les 6 mois. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on les fait. Si on ne s'en préoccupe pas, et si en gros on se dit super, j'ai eu un bon résultat, ça va, les résultats tombent. À l'inverse, ceux qui ont des résultats qui ne sont pas excellents, s'ils se mettent à travailler sur les sujets sur lesquels ils ont eu de retour, les résultats remontent. Et en fait, on se rend compte que le management est une pratique et une discipline du même ordre qu'une discipline sportive. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait une fois dans l'année un très bon entretien avec un collaborateur que je suis tranquille. Non, ça revient avec une régularité et ça ne pardonne pas. Donc il y a vraiment une vraie discipline, une vraie demande de régularité et de rigueur autour de ces rendez-vous managériaux. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire d'autant plus qu'effectivement, le monde devient assez complexe. Ces entreprises sont parfois fluides, elles changent énormément. Et donc il y a vraiment une demande de sens, de cadrage et moi dans tout ça, où suis-je, qui est extrêmement importante. Alors on va le voir avec l'élément suivant qui est... D'accord. Non, mais il ne veut pas venir. Donc on va faire sans, c'est pas grave. Donc la dimension suivante est liée au mécanisme de reconnaissance et de statut. Alors en revanche, je suis désolée, j'avais une slide que j'aurais bien aimé vous montrer, qui montre en fait qu'il y a une espèce de sociographe et qui pour moi a complètement renversé, est en train de complètement bouleverser les organigrammes, qui est plus finalement ce qui est important pour moi dans cette organisation, c'est moins l'endroit où je suis dans l'organisation que la façon dont je suis connectée. Plus mon réseau de connexion, et de nouveau on est dans cette congruence entre le fond et la forme de ce qu'on fait, comme par hasard, plus mon réseau ressemble à une toile d'araignée dense, finalement plus je suis reconnu, plus je suis puissant au sens de je définis mes contacts, mes prochains projets, je peux construire ma carrière parce que je me suis constitué finalement une identité propre au travers de mes réalisations, au travers de ce que j'ai apporté, au travers de mes contributions dans l'entreprise, et je me constitue un réseau qui va me permettre effectivement de m'orienter et de me développer à travers de mes affinités, de mes savoir-faire,
savoir-faire acquis et à développer. Donc ce réseau de connexion est en train de, et qui est quelque chose d'effectivement très souterrain, qui est finalement avec qui je communique, combien de temps, à quelle fréquence, à quel point j'ai un nombre important de... Voilà, attendez, merci. Oui. Donc c'est le clicker qui m'a... J'aurais pu revenir sur la... Effectivement. Voilà, donc en fait, la reconnaissance, donc je l'ai de façon un peu... ironique, j'ai mis combien de likes, mais c'est assez bien ça. Et donc voilà, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est cette image qui est en fait la cartographie des connexions d'un collaborateur à l'intérieur d'une entreprise. Donc là, voilà, le point rouge, c'est le collaborateur. Et finalement, s'il arrive à définir autour de lui un réseau qui est suffisamment étendu et maillé, j'ai envie de dire, pas grand-chose peut lui arriver de mal dans la vie, parce qu'il s'est constitué lui-même un réseau au sein de cette entreprise. Et c'est beaucoup plus important que le titre qu'il y a sur sa carte de visite. C'est vraiment ce qui constitue son identité et son espèce de patrimoine culturel à l'intérieur de l'entreprise. On se rend compte qu'effectivement, plus les gens ont un réseau dense et maillé, finalement, plus ils sont considérés et utilisés comme référence, comme référents, comme source de savoir, comme source de connexion, et que finalement, c'est ça qui constitue une espèce de capital individuel dans les entreprises contemporaines. Et ce, d'autant plus que, finalement, on sait que les organigrammes hiérarchiques sont de plus en plus éphémères, et sont de plus en plus, ils sont fluides, ils sont souvent un peu factices. On sait que les décisions ne se prennent pas forcément de la façon dont on représentait jusqu'à présent ces organigrammes. Alors en revanche, la contrepartie, c'est qu'il y a effectivement un vrai enjeu de visibilité et de visibilité au travers des projets, et qu'on sent qu'il peut y avoir effectivement une certaine forme de compétition autour des sujets, c'est-à-dire sur quel projet je vais pouvoir travailler, dans quelle équipe je vais aller, avec qui, et ça finalement va devenir un élément extrêmement important, et comment j'acquiers de la visibilité au travers de mes réalisations, et comment je fais en sorte que ce à quoi j'ai contribué ait un impact suffisant pour que ce soit remarqué, perçu, et que ça accompagne ma carrière. Et le dernier élément que je voulais évoquer, c'est l'engagement. Alors, je l'ai symbolisé là-dessus, c'est « t'as vu mon poste », qui est en gros, finalement, de quelle façon je contribue. Une entreprise, c'est un monde social. À partir du moment où, comme je l'ai dit, on arrive finalement à libérer la parole et à libérer l'expression et à inciter chacun à contribuer à la mesure de ce qu'il souhaite, finalement, le nombre de contributions vont aussi devenir une forme d'engagement. Je pense que vous savez, vous avez dû voir et observer comme moi, il y a quand même des phénomènes absolument spectaculaires et parfois très, très troublants en France. On se dit, on a parfois des collaborateurs en entreprise qui, on se dit, ils sont à 15% de leur capacité et qui sont à 300% dans le milieu associatif. Et là, on se dit, tiens, mais j'ai pas la même personne en face de moi au travail et dans l'association. Alors, ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui chez Google, c'est de dire il faut réunir ces différentes parties de l'identité. En tout cas, il faut donner la possibilité aux collaborateurs de se réconcilier avec l'ensemble des parties d'eux-mêmes et leur permettre d'exprimer la totalité de leur personnalité à l'intérieur d'un monde qu'ils se trouvent, et le monde de l'entreprise, mais ça peut être au service de choses qui sont tout à fait extérieures à l'entreprise. Donc on va travailler vraiment sur les modes contributifs en rendant possible ces contributions individuelles. Alors ça va prendre 3 formes que j'ai de façon très pratique. La première qui est un réseau de formation, de formateurs et de formation en interne, c'est-à-dire que j'ai un talent ou une compétence, quelle qu'elle soit, je la mets à disposition des autres. Je deviens un formateur pour d'autres, y compris sur des compétences qui ne sont pas nécessairement celles que je vais utiliser au quotidien dans mon travail. Donc je peux être... c'est pas le cas, vous l'avez vu, je peux être un expert de PowerPoint ou des présentations, quelles qu'ils soient, ou du Flash, je ne sais pas quoi, eh bien, je vais proposer de faire des formations sur ce talent-là, partout où je vais,
comme je veux, sans nécessairement... Donc j'informe la DRH éventuellement, j'informe mon manager, mais finalement c'est de l'ordre de l'information, ça n'est pas de l'ordre de je demande l'autorisation de... Et j'organise, et j'envoie mon mail, et je dis, voilà, je fais demain une formation sur du flash, ça va durer 1 heure, ce sera dans telle salle de telle heure à telle heure, vient qui veut. Et en général, ça se remplit. Alors, ça peut se faire de façon physique, ça peut se faire de façon virtuelle. Et on a un réseau comme ça interne extrêmement important de formateurs sur les sujets les plus variés. Deuxième forme d'engagement, donc je reviens là sur la notion de milieu associatif et du volontariat. On sort là juste de 15 jours qui s'appellent les 15 jours on appelle ça Google Serve, qui est en gros tout ce qui est autour de la responsabilité sociale. On a fait 15 jours pendant lesquels tous les collaborateurs pouvaient proposer de soutenir des associations, pouvaient donner de leur temps, pouvaient donner de l'argent évidemment, mais c'était plutôt fondé sur du temps. Et on a un baromètre et on demande aux gens de loguer les heures qu'ils consacrent, à la fois pour les mesurer, mais aussi parce que pour chaque heure donnée, Google va en plus donner, donc là c'est plus un incentive, va aussi donner l'équivalent versé à une association en plus du temps passé. Donc je regardais les chiffres ce matin, on est 40 000, et sur 40 000 personnes, il y en a 12 000 partout dans le monde qui ont participé à au moins une activité bénévole au cours des 15 derniers jours. Voilà, le bureau de Paris, on sait que la France en général, ce n'est pas énormissime, c'est 60% de gens qui sont au moins une fois dans l'année inscrits à une activité d'ordre bénévole. Indépendamment de ça, donc là on va avoir l'associatif, on a aussi toute la partie peer-to-peer. Chaque année, dans nos enquêtes d'opinion, l'item qui reçoit le taux de satisfaction le plus élevé sont les collaborateurs. C'est-à-dire, ce que les gens préfèrent chez Google, c'est les gens de chez Google. Bon, et il n'y a rien de plus fondateur pour renforcer évidemment la fidélité et la loyauté dans l'entreprise, parce que c'est ce qu'on préfère. Voilà, on vient pour les gens avec lesquels on va travailler. Donc ça va évidemment plus loin, parce que finalement, quand on creuse un peu, c'est aussi aux collaborateurs qu'on fait le plus confiance. Donc dès l'instant où finalement le management ou la DRH fait des formations, ouais mais c'est bon, c'est le management, c'est la DRH. À partir du moment où c'est un pair, l'écoute est différente. Donc on a également constitué un réseau extrêmement dense de mentors internes, mais qui se fait, c'est en gros, on envoie un email, on dit est-ce que ça vous intéresse de faire du mentoring d'autres personnes? On a des centaines de réponses. Ensuite, on répertorie, on l'organise sur une plateforme. Et la deuxième étape, c'est on dit à des gens, ben voilà, on a aujourd'hui 150 mentors qui sont prêts à donner 1 heure ou 2 heures par mois, ce qu'on définit. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un mentor dans l'entreprise? Et dans la demi-journée qui suit, on sait que tous les mentors sont bookés sur l'ensemble des créneaux qu'ils ont ouverts aux collaborateurs. Donc voilà, ce sont juste des exemples pour vous dire que finalement, lorsqu'on se libère de l'expertise managériale, qui est de dire voilà, il y a quelques personnes qui savent comment tout ça fonctionne, qu'on se dit finalement chacun d'entre nous est porteur d'un grand nombre et d'une vraie richesse d'options et d'opportunités, et qu'on arrive à les mettre en œuvre, mais finalement l'entreprise fonctionne elle-même. Et je dirais que le seul rôle au final des équipes de direction, c'est de canaliser et d'organiser ces flux, de les laisser vivre, mais certainement pas de les contrôler et certainement pas de maîtriser l'ensemble des impulsions, parce que finalement les idées, les bonnes idées viennent de partout et les compétences viennent de partout. Elles sont souvent bien supérieures à celles que vous pouvez avoir vous-même tout seul en réfléchissant sous votre douche le matin. Donc c'est vraiment dans cette logique de crowdfunding à l'échelle de l'entreprise qu'on est en train d'avancer. Donc évidemment, vous comprenez, alors ça se passe, vous pouvez me dire c'est chez Google, oui, mais enfin ce que je vous ai expliqué peut
techniquement se produire absolument partout. Bien sûr, c'est facilité par la technologie, mais au final, ce n'est pas très techno. C'est juste un changement, enfin juste, mais c'est important, un vrai changement de paradigme qui est de dire, laissons et rendons possible la fertilisation par le sol plutôt que par le ciel et par les nuages. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je vais prendre. Bonjour, merci pour votre exposé. J'avais une question qui s'adresse au DRH que vous êtes. Vous dites vous avez des collaborateurs qui décident de former des gens sur des compétences qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Comment la DRH vit le fait de ne pas maîtriser le champ des compétences de chacun de ses collaborateurs? Au début, il y a un lâcher-prise qui n'est pas évident. Mais une fois qu'on a dépassé cette étape, qui est de dire mais finalement pourquoi est-ce que je saurais mieux que lui, ensuite c'est formidable parce qu'il n'y a plus qu'à regarder. Donc, je le dis sous forme de boutade, mais c'est très important. Et c'est vrai que quand, même si j'ai commencé à avoir une expérience relativement importante dans l'Internet, c'est une des choses qui m'a le plus frappé chez Google, c'était effectivement cette espèce de foisonnement, et c'est tout le monde, en gros, on a l'impression d'être dans une classe de maternelle, quand ils n'ont pas encore été trop disciplinés, tout le monde lève sa main et dit « moi ». Et donc, soit on met un couvercle sur la marmite en disant « bon, c'est bon, chacun son tour, le premier, le deuxième, soit, et puis tout passe par moi et je filtre, soit on laisse, et d'abord au début, vraiment de façon très... je pense que c'est parce que j'étais un peu débordée aussi, donc le temps qu'on réfléchisse, et en fait, on se rend compte, et c'est vraiment passé de façon très naturelle, le temps qu'on réfléchisse, on se dit comment est-ce que je vais réagir, le truc c'est résolu, et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, alors après, culpabilité, mais comment, je ne sers à rien. Et oui, c'est quand même... je pense que le terme d'identité, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est vraiment, ça va chercher profond pour tout le monde, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, à quoi je sers si tout se résout tout seul? Voilà, donc ça c'est la vraie question, mais effectivement, en général, voilà, au final, quelqu'un qui va décider de se mettre debout dans une salle face à des gens qui veulent apprendre quelque chose et qui ne va pas leur apprendre, c'est, enfin voilà, celui qui s'expose le plus, c'est lui davantage que le RH ou peu importe qui dit oui tu peux ou non tu peux pas. Donc c'est vraiment parier sur faire confiance, enfin sur l'intelligence et l'exposition, qui est une vraie prise de risque. Il ne faut jamais oublier ça. On dit tout le temps formidable, formidable. Oui, formidable. Enfin, quand on a l'air de ne pas savoir en face de beaucoup de monde, c'est pas confortable du tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Bonjour, merci pour toutes ces idées. J'ai une question concernant la hiérarchie. Il y a des entreprises aux États-Unis, dont une qui s'appelle Zappos, qui est assez connue, qui tentent de remplacer la hiérarchie par des notions plus proches du réseau social, et notamment des cercles, qui sont ce que vous utilisez chez Google dans votre réseau social, Google+. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé ça de près? Est-ce que vous trouvez que ça a de l'avenir? Voilà. Alors, ouais, c'est une bonne question. On regarde ça de près. Alors, la différence avec Zappos, c'est qu'aujourd'hui, on est 40 000. Donc voilà, donc c'est compliqué. Je pense qu'on a aujourd'hui une hiérarchie assez plastique, on va dire. Donc qui n'est pas rigide, qui change régulièrement, en tout cas sur certains aspects. Il y a des moments où il faut, quand on est on est une société cotée en bourse, on est 40 000 personnes, il y a quand même des directions qui doivent être claires, notamment au niveau de la stratégie, de façon à ce que tout le monde n'avance pas dans des endroits totalement différents. En plus, vous avez vu, on intervient de plus en plus dans des nouveaux domaines. Donc il y a quand même besoin une sorte de cadre. Mais c'est vrai que si on pouvait retirer un peu plus, on irait et on regarde ça effectivement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin, jusqu'où aller. C'est une vraie question, c'est toujours ultra séduisant. Voilà. Alors après, il y a aussi des questions sur mais comment on arrive à prendre des décisions rapidement. Il y a des moments où il y a un peu de tension. Bonjour. Donc, je vous remercie pour votre exposé. Pardon, excusez-moi. Avec ce changement en fait en termes de gestion de la hiérarchie et du pouvoir, dans un environnement aussi ouvert, comment est gérée la non-performance d'un employé? Comme partout. C'est le manager. On parle.
Alors oui, bien sûr. Alors d'abord, elle n'est pas. Il y a un point que j'ai pas évoqué. C'est la performance n'est pas la seule prérogative du manager. C'est-à-dire qu'une personne est en général évaluée par plus qu'une personne. Donc plus que son manager, il y a toujours des retours des pairs. Donc on essaye d'être 360, c'est un peu pieux, mais en tout cas autour de 180 degrés. Donc il y a toujours d'autres contributions et on va dire que c'est mis en perspective. L'autre élément, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle des calibrations, c'est-à-dire qu'on fait des évaluations, donc on est passé d'un système trimestriel à un système biannuel, mais à chaque fois qu'on fait des évaluations, on fait des systèmes de calibration à l'intérieur des équipes de façon à effectivement éviter des écarts trop importants entre, on va dire, voilà, typiquement celui qui note très sec et ceux qui sont un peu plus lâches. Et donc là, il y a des vraies discussions. Après, si problème de performance il y a effectivement des discussions, des suivis, des axes d'amélioration, et on espère que ça s'arrange. Parfois, c'est aussi pas la bonne personne pour pas le bon rôle. Donc ça peut être aussi simplement des changements de rôle ou d'équipe qui permettent d'améliorer. Bonjour. Cette approche basée sur la liberté, sur le foisonnement, donc qui se prête très bien à tout ce qui est créativité, innovation, etc., est-ce que vous avez identifié des domaines sur lesquels elle rencontre des limites, sur des sujets peut-être qui nécessitent plus de rigueur, de systématique, enfin, je pense au métier de la production, etc., ou est-ce que vraiment c'est un modèle qui s'applique dans l'ensemble de l'entreprise? Alors je ne suis pas sûre que je recommanderais pour un hôpital, par exemple. On ne sauve pas des vies, hein, c'est important aussi. Donc voilà, vous avez parfaitement raison de poser la question du secteur. Alors non, je ne me suis pas vraiment intéressée, on ne s'est pas tellement intéressé à d'autres secteurs. En revanche, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un reportage très intéressant sur une société qui est en Suède ou en Norvège, je crois, qui fait du nettoyage industriel et qui fonctionne donc avec des emplois peu qualifiés. Et aussi et vraiment une rigueur dans l'engagement parce que c'est un métier de service, donc il y a vraiment une attente de résultats et qui fonctionne avec des logiques très similaires où finalement les gens définissent eux-mêmes leurs objectifs et fonctionnent sur ces logiques de responsabilisation. Et puis, alors je suis vraiment désolée parce que pareil, je pense que j'ai pas retenu tous les noms des entreprises, mais il y a des entreprises en France qui font des expérimentations extrêmement intéressantes dans des PME sur des modes d'organisation très souples, beaucoup moins hiérarchiques et beaucoup plus responsabilisants et qui fonctionnent très bien. Ma croyance, c'est vraiment qu'une croyance, c'est qu'aujourd'hui tout ça c'est quand même beaucoup dans la tête hein, et que alors après c'est compliqué de revenir en arrière et ça dépend ça dépend de l'histoire de votre entreprise, mais si on part relativement sur un terrain neutre ou neutralisé, je pense qu'on peut se permettre beaucoup plus de choses qu'on ne le pense aujourd'hui. Et je pense que le succès d'un certain nombre d'entreprises qui ont quand même retravaillé sur ces modes d'organisation est là pour en témoigner. Voilà. Autre question ? Bonjour, j'avais une question parce que vous présentez beaucoup de pratiques, notamment le fait d'avoir un réseau dense reconnu par les pairs, le fait d'avoir un engagement. Vous avez parlé que des personnes étaient plus engagées en associatif que dans l'entreprise. Pareil, la notion de réseau est aussi présente hors de l'entreprise. Comment vous gérez cette frontière entre l'intérieur de chez Google et l'extérieur, ou est-ce que c'est une frontière très poreuse finalement ? C'est poreux. D'accord. Et voilà. Les gens choisissent en fait là où ils ont envie de s'engager. Je dirais que si on leur donne la possibilité de le faire dans le cadre de l'entreprise, souvent c'est pratique et puis surtout c'est pratique pour fédérer d'autres gens. C'est-à-dire qu'en fait autour de vous, vous pouvez tout d'un coup, vous avez quand même des gens à disposition très facilement et donc vous pouvez avoir plus d'ampleur. Mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a plein de gens qui ont continué à avoir qui préfèrent segmenter et qui préfèrent différencier et c'est très bien aussi. Voilà. En revanche, si ça peut donner de l'ampleur, voilà, autant en profiter.
Bonjour, merci pour votre exposé, c'était très intéressant. J'ai une question. J'ai l'impression que Google avait cet état d'esprit depuis le début et vous parlez d'expérimentations qui sont faites au niveau de PME. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour un grand groupe qui a déjà ses structures déjà bien définies et bien ancrées dans le marbre d'arriver à au moins avoir des initiatives de ce type et à arriver à cet état d'esprit? Et si oui, est-ce que vous avez des conseils? Oui, je le crois. En revanche, je pense que ça passe essentiellement par une prise de risque très importante au niveau des équipes de direction, parce que je crois que la première question qui m'a été posée était je pense très importante, qui est de finalement dire à quoi, les systèmes qu'on a aujourd'hui sont parfaitement alignés pour délivrer ce qu'ils délivrent. Donc il faut avoir envie de changer fondamentalement. C'est-à-dire que si tout ce qui vous a porté jusqu'ici, c'est un mode de fonctionnement, c'est quand même très compliqué d'en changer. Donc il faut vraiment qu'il y ait un énorme travail de compréhension, d'introspection ou de prise de conscience qui est à quoi suis-je prêt à renoncer dans tout ce que j'ai construit aujourd'hui et tout ce qui fait ma légitimité et tout ce qui fait ce que je pense être, à quoi puis-je renoncer? Et il faut vraiment faut se regarder très intensément dans la glace, sans compromission, et c'est compliqué. Mais oui, si on est prêt à renoncer à un certain nombre de choses et dire mais finalement ça c'est pas très grave, on peut commencer à bouger. Dernière question. Bonjour. Est-ce que vous avez noté des différences culturelles entre les collaborateurs par rapport à justement cette adoption de ce mode de cette organisation Alors, au sens culturel, vous voulez dire géographique, par exemple? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense qu'il y a plus de différences générationnelles que purement culturelles. Voilà. C'est mon expérience. Après, il peut y avoir, on va dire qu'il y a certains éléments symboliques qui vont être plus importants dans certaines cultures que dans d'autres. Donc ça nécessite un peu plus de préparation et de compréhension et de creuser davantage. Mais en revanche, je pense effectivement que sur l'aspect générationnel aujourd'hui me paraît plus prégnant. Et juste, pour la raison très simple que je viens d'évoquer, qui est finalement quand vous avez bâti toute votre légitimité sur un certain nombre de modes de fonctionnement et que ça vous convient très très bien, tout d'un coup, on arrive et c'est quand même une perte de repère qui peut être un peu vertigineuse. Et donc plus on est en position d'autorité et de responsabilité, plus la perte de repère a des conséquences. Donc c'est ça qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est de savoir finalement de quelle culture d'entreprise vous venez, plutôt que de quelle culture géographique, religieuse, etc. Ça me paraît plus important. C'est dans quel univers et avec quels repères et quelle représentation vous vous êtes constitué. Et c'est ça qui finalement me semble le plus important. Merci Dorothée. Je vous en prie, merci à vous.